In my opinion, Larry, what they fail to understand. À mon avis, Larry, ce qu'ils n'ont pas compris. Enfin, pour être juste, si on considère l'Iran comme un ennemi, il faut au moins comprendre quel type de système ce pays a mis en place. On ne peut pas inventer des choses en disant que c'est un pays dépendant d'une seule personne et que si on tue ce dirigeant suprême, tout le pays va s'effondrer. C'était complètement illusoire, selon moi, de la part de l'Occident. Mais alors, quelle est l'importance de tout ça? But what is the importance? Go ahead. Well, no, I was just agreeing. Look, Allez-y. Non, en fait, j'étais juste d'accord. Vous voyez, c'est en réalité, disons que c'est une conséquence d'Hollywood et des séries télé. Parce que quand on raconte une histoire, quand on fait un film, il faut toujours un héros. Et tout tourne autour de ce héros. Ensuite, il y a l'antagoniste, le méchant, n'est-ce pas? Et tout s'organise autour de ça. C'est un monde très simplifié. Il n'y a pas de complexité, pas de vraies nuances, parce qu'on ne peut pas embrouiller le public avec trop de subtilité. Et donc, dans ce cas, le récit devient que l'ayatollah gouvernait d'une main de fer, qu'aucune dissidence n'était tolérée, que le peuple subissait une grande persécution, et que, par une sorte de miracle, certains se sont levés pour tenter de renverser l'oppression, ce genre de choses. Sans vraiment comprendre la nuance, la manière dont les gens interagissent, dont ils vivent. Comme vous, par exemple. Vous êtes retourné en Iran. C'était fin décembre, et vous y êtes resté 2 mois. Donc vous êtes parti avant le début de la guerre. C'est bien ça? you left before the start of the war, did you? Yeah. Oui, exactement. Je suis parti le 7 février. February 7th. Oui. Yeah. La guerre a commencé le 28 février. 28th. So yeah, so you saw actually how people were. Donc vous avez vraiment vu comment les gens pensaient, comment ils réagissaient, et ce que votre famille en disait, comment les gens ordinaires réagissaient. Et la plupart des médias occidentaux, eux, ne montrent pas du tout ça. En fait, ça ne les intéresse même pas. Ils affichent leurs propres préjugés, tout simplement. Alors il faut creuser un peu, aller sous la surface et se demander, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Et d'après mon expérience, ce que j'ai constaté, ça remonte à l'époque où j'ai commencé à travailler à la CIA. Le tout premier jour, quand je suis arrivé comme analyste dans la section Amérique centrale. De l'extérieur, les gens pensaient que la CIA, c'était plein d'experts, de gens avec une connaissance très pointue et qui couvraient toute la région, l'Amérique centrale. You know, they're covering like Central America. They know it inside and out. You know, Ah oui, ils connaissent ça sur le bout des doigts. we had Vous savez, moi j'étais, voyons voir, on était 2 derrière moi, 1 devant, 3, 4, 5, 6. Donc en tout, il y avait 10 analystes dans cette section. Et j'étais le seul à avoir réellement vécu en Amérique centrale, le seul à parler espagnol. Vous savez, dans la diplomatie, ils notent la maîtrise des langues de 1 à 5. Moi, j'étais au niveau 4. Et pourtant, ces gens faisaient des analyses sur l'Amérique centrale sans connaître la culture, sans connaître les habitants. They don't know the culture, they don't know the people, and when you add into that. Et quand on ajoute à ça l'analyse de pays comme l'Iran ou l'Irak, que je qualifierais franchement de plus exotique que l'Amérique centrale, eh bien, si vous avez quelqu'un, disons un Iranien, quelqu'un qui soutenait fortement le Shah, dont la famille a été exilée, installée maintenant aux États-Unis, cette personne peut avoir une rancune. Elle poursuit un objectif. Elle n'est pas objective. Et elle apporte ce biais dans son travail. C'est là tout le problème. On n'obtient pas une analyse solide et impartiale. Résultat, l'Iran reste un pays mal compris par à peu près tout le monde dans l'administration Trump. Properly understood by anybody in the Trump administration. Yeah. Looking at Iran, Oui. Larry, Si on regarde l'Iran, Larry, the first le premier guide suprême du pays, quand il est arrivé au pouvoir, c'était juste après la Révolution. was right after the Tu te souviens, la guerre Iran-Irak a éclaté d'une certaine manière. somehow Et ils ont été en guerre pendant 8 ans, de 1981 à 1989. for 8 years, 1981 to 1989, Je crois que ça a commencé en 1980, en septembre,
pour être précis. 1980 et 1988, oui. En fait, ça a duré 9 ans, parce que je ne crois pas qu'ils aient conclu un accord avant. Ils n'ont vraiment obtenu le règlement final qu'en mars 89, je crois. Enfin, je peux me tromper. Oui, tu sais, tu as raison. Tu as raison. C'était de 1980 à 1988. Et puis ça a continué. Mais juste après la fin de la guerre, après la signature du cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak, on voit le guide suprême de l'Iran, le premier guide suprême, disparaître. Et il était charismatique. Il était différent. Aux yeux des Iraniens, aux yeux de la société iranienne, il comptait énormément. Beaucoup de gens se demandaient qui va le remplacer. Est-ce que ça va provoquer une énorme crise en Iran? Puis on voit arriver le deuxième guide suprême, Sayed Ali Khamenei, et on voit ce qu'il a fait. Larry, je pense que l'Iran d'aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. C'est lui, en fait, l'architecte de l'Iran moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'il a pratiquement tout réformé et créé de nombreuses institutions. Beaucoup d'éléments du système actuel viennent directement de ses politiques. C'est lui qui les a mis en place. La guerre entre l'Iran et l'Irak lui a donné, d'une certaine manière, une forme de sagesse. Il a compris que pour défendre l'Iran, il lui fallait autre chose. À l'époque, l'Iran avait des avions de chasse américains, puisque le régime du Shah était très proche de Washington. Permettez-moi d'intervenir un instant. Il s'agissait de F-4. Et dans les premières semaines de l'administration Reagan, qui est venue voir le président Reagan, avant même que son administration ne soit vraiment en place, pour demander l'autorisation des États-Unis de vendre, de fournir des pneus pour ces avions à l'Iran, vous savez qui c'était? Non. Israël. Non. C'est pour ça que, quand j'entends Bibi Netanyahou s'énerver à ce point à propos de tout ça, eh bien l'histoire est en réalité bien plus compliquée sur ce sujet. Parce qu'à ce moment-là, c'était Israël qui plaidait pour cette opération, même si les otages venaient tout juste d'être libérés. Et pourtant, Israël suppliait les États-Unis, parce qu'à cette époque, le pays était concentré sur la traque de Saddam Hussein et de son programme nucléaire. Il voulait absesteptnienne son s'assurer que ait bien ses pneus pour pouvoir faire voler les avions. Récemment, le gouvernement irakien a publié un rapport qui montre que immédiatement après l'occupation de l'Irak par les États-Unis, ils ont en gros éliminé tous les scientifiques du programme nucléaire irakien. Oui, je ne sais pas qui a fait ça, mais il semble que petit à petit, les services de renseignement ou les personnes impliquées d'une manière ou d'une autre aient réussi à les tuer tous, ou du moins la plupart d'entre eux. Eh bien oui, je veux dire, c'était, vous savez, une façon d'utiliser le programme d'inspection de l'IAEA pour pénétrer à l'intérieur du programme nucléaire iranien et identifier certaines personnes précises. Ensuite, ces informations ont été transmises à la CIA, qui les collectait parce qu'elle avait quelqu'un dans l'équipe qui travaillait pour elle. Et ces données ont ensuite été remises à des groupes comme les Moudjahidines du peuple, le MRK, qui étaient tout à fait disposés à aller sur le terrain et à exécuter les assassinats. Donc vous voyez, c'est encore un autre exemple de l'Iran qui essaye de coopérer avec l'Occident, qui essaye de dire « Hey, on veut être un bon citoyen du monde » et qui se fait complètement avoir en essayant de le faire. Forcément, ils deviennent plus paranoïaques. Il y a d'ailleurs des rapports selon lesquels les Pakistanais auraient déjoué un complot d'assassinat contre l'ayatollah Mostafa Khamenei. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est pas apparu en public. Mais vous savez, on peut dire que sur certains aspects, l'Iran
a été un peu naïf dans sa manière d'aborder ses relations avec l'Occident. its approach with the West. The supreme leader, the second supreme leader of Iran, which Le guide suprême, le deuxième guide suprême de l'Iran, dont on a vu les funérailles aujourd'hui et hier, eh bien Larry, c'est lui, la principale raison pour laquelle on voit aujourd'hui le programme iranien de missiles et de drones. C'est grâce à lui. Pendant de très nombreuses années, il a insisté. L'Iran devait avoir un système de défense puissant, vraiment redoutable. Il savait très bien que du côté de l'armée iranienne, on se posait la question, est-ce qu'on se lance dans la production d'avions de chasse? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on peut se rapprocher du niveau des États-Unis ou de la Russie? Et à l'époque, leur conclusion, c'était non. On ne pourra pas rattraper ces superpuissances. Alors, que faire d'autre? Faisons autre chose. Fabriquons de nouveaux missiles. Et ensuite sont venus les drones. Drones, then came drones. You're going to be amazed that in the initial days Vous allez être surpris d'apprendre que dans les premiers jours de ce programme, il y avait en Iran des gens, ces néolibéraux ou peu importe comment on les appelle, qui aujourd'hui sont très affaiblis dans le pays. Ce groupe de personnes, ou peut-être certains décideurs, ne faisaient pas vraiment partie de la société iranienne. C'était plutôt une partie des élites, je dirais, en Iran. À l'époque, ils disaient « Pourquoi avons-nous besoin de missiles? Tout repose sur l'être humain. Nous voulons la paix. Tout va se passer pacifiquement. Améliorons nos relations avec les États-Unis et cela apportera la paix dans la région. Il n'y aura plus d'hostilité entre eux et nous. Les droits de l'homme, ceci, cela, c'était leur discours. Mais le guide suprême de l'Iran a insisté. En tenant compte de tous ces arguments, il a dit « Non, nous allons fabriquer des missiles. » Le programme de missiles. Et pendant les négociations sur le programme nucléaire, Larry, avant même ça, on parlait d'inclure le programme de missiles balistiques dans les discussions. Et il y avait, à l'intérieur de l'Iran, des gens qui disaient « Oui, on peut aussi en parler. » Mais le guide suprême, c'est pour ça que je te dis à quel point son rôle est crucial dans la puissance militaire iranienne aujourd'hui. Tout dépend de ses décisions. C'est lui qui a décidé qu'on ne négocierait pas sur le programme de missiles de l'Iran, qu'on ne négocierait pas non plus sur le programme de drones. Si certains veulent parler du programme nucléaire, très bien qu'ils en parlent. C'est tout, parce qu'on ne va pas fabriquer d'armes nucléaires. C'est pour ça qu'il y a eu cette fatwa. Voilà pourquoi le deuxième guide suprême de l'Iran est si important. Oui, enfin, il faut dire aussi que, vous savez, le discours dominant en Occident, c'est que les femmes sont opprimées en Iran, qu'elles sont battues si elles sortent sans porter le hijab, que les homosexuels sont pendus à des grues ou jetés du haut des immeubles. Et pourtant, c'est bien sous Seyed Ali Khamenei qu'il y a eu, disons, un certain assouplissement des règles religieuses qui avaient été imposées au départ par l'ayatollah Khomeini. Et je pense que ça a, en quelque sorte, permis de relâcher un peu la pression qui s'était accumulée dans la société iranienne. Est-ce que c'est juste, selon vous, ou pas? Oui, c'est juste. Larry, je pense que l'Iran, en tant que pays, il faut comprendre qu'il y a des parties de la société qui sont plus conservatrices et d'autres qui sont plus ouvertes, plus progressistes. C'est un mélange de toutes sortes d'idées qui coexistent. Après tout, c'est un pays de 92 millions d'habitants. Mais ce qu'on a vu concernant les femmes, le hijab et ce genre de sujet, on ne le voit plus vraiment aujourd'hui. Je pense que le gouvernement iranien a beaucoup appris au cours de la dernière décennie. Parce qu'il a toujours été question de manipuler la société iranienne. En jouant sur les droits humains, les droits des femmes, la liberté d'expression, tout ça. Et aujourd'hui, quand on va en Iran, on ne voit plus ces problèmes-là. Parce que ça a aussi été un processus d'apprentissage pour le gouvernement.
Ils ont beaucoup appris. Parce que si vous voulez garder votre société en sécurité, il faut comprendre quelles sont les principales sources d'attaque contre cette société. Right. Donc, ils ont réduit ce genre de friction au sein de la société. Et ça, c'était énorme. Je dirais, tu as dit que je suis revenu après 12 ans passés en dehors de l'Iran. Quand je suis arrivé, je suis allé dans les rues pour parler avec les gens, pour voir ce qui se passait. Pas seulement avec ma famille ou mes amis. Je voulais voir la société, sentir comment les gens vivaient les choses. Et tout était différent. Rien à voir avec ce que j'avais connu avant de quitter l'Iran. C'est un changement immense. Ça fait partie de l'identité iranienne. Comment ce changement s'est-il produit? Il s'est produit parce que les deux côtés, tu vois, les gens qui, d'une certaine manière, n'étaient pas satisfaits de certaines conditions, comme tu l'as mentionné, concernant les femmes ou d'autres sujets, parce que nous avons le religieux. Bon, tu comprends pas ma question. Well, you're not understanding my question. Explain to me specifically what Expliquez-moi précisément, qu'est-ce que vous avez vu qui avait changé? Tout a changé. Et comment cela avait-il changé? Je ne parle pas du processus, de qui a fait quoi, mais de la transformation que vous avez observée. What was the transformation that you saw? Let me put it this way. Economically, Je vais le dire comme ça. Économiquement, commençons par l'économie. L'économie iranienne était sous d'énormes sanctions et l'inflation est très élevée. Mais vous savez, j'ai un ami ici au Brésil. Il a fait son doctorat avec moi, ici au Brésil. Il est retourné en Iran et moi je suis resté ici. Eh bien, sa vie est bien meilleure que la mienne au Brésil. Il est beaucoup plus aisé que moi. Lui aussi est professeur là-bas. Il enseigne comme moi, j'enseigne ici. Mais il est dans une situation économique bien meilleure que la mienne. C'est comme ça que fonctionne l'économie là-bas. On peut s'enrichir facilement, très facilement. Et puis, il y a la société, la manière dont on la perçoit. La société est plus ouverte. Vous voyez les femmes, ce qu'on appelle le hijab. Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de contrainte de la part du gouvernement pour obliger les gens à porter le hijab correct, comme ils disent. to have the proper hijab, as they call it. Nothing of that sort is happening there anymore. Rien de tout ça ne se passe plus là-bas. La société est devenue plus ouverte. Quand on voit la façon dont les gens parlent du gouvernement en Iran, on est vraiment surpris de voir à quel point ils critiquent tout en comprenant ce qu'ils font. Vous savez, il y a deux aspects. Parce que quand Benjamin Netanyahou dit que les gens détestent l'Iran, le gouvernement iranien, si on regarde les discussions en Iran, on pourrait croire que ces gens détestent leur gouvernement. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas la culture. Ces gens critiquent le système tout en faisant partie de ce système. Ils savent qu'ils font partie de l'Iran, qu'ils appartiennent à leur pays. Ils le ressentent profondément. C'est pour ça qu'ils s'expriment ainsi. Ce qu'on perçoit parfois de l'extérieur comme de la haine, c'est en réalité une forme de lutte, une tension intérieure. On croit qu'ils détestent leur pays ou leur gouvernement. Mais ce n'est pas ça. They're somehow hating their country, their government. And nothing of that sort is true, Larry. Because Rien de tout ça n'est vrai, Larry. Parce que je pense que ce que tu évoques à propos des experts sur l'Iran, par exemple, tu sais, dans le cas de l'Iran, mais aussi de la Russie ou de la Chine, il faut des gens qui comprennent la culture, qui s'y rendent, qui comprennent ce que ressentent les habitants. Aujourd'hui, ils ont dit, comme je l'ai déjà mentionné, mort à Arachi, le ministre des Affaires étrangères iranien, après la signature du protocole d'accord. Et pour nous, à l'extérieur de l'Iran, on peut avoir l'impression qu'ils veulent vraiment tuer Arachi, le ministre iranien. Mais c'est pas ça. La culture est différente. La manière dont les gens s'expriment est différente. C'est là qu'il y a un énorme malentendu entre ce qu'on entend ici, en Occident, et ce qu'ils ressentent à l'intérieur de l'Iran. C'est ça le problème. C'est cette grande déconnexion entre les deux côtés. J'ai vraiment l'impression de mieux comprendre
comprendre l'Iran, Larry, sur tous les plans. Each and every aspect, Larry. Well, that's why, that's why I think it's important for you to, C'est pour ça que je pense qu'il est important que vous alliez vraiment au fond des choses, que vous expliquiez clairement comment les choses ont changé, ce que vous voyez de différent par rapport à l'époque où vous grandissiez. Vous êtes né au début des années 80, et à ce moment-là, vous étiez encore un petit enfant pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc je ne pense pas que vous en ayez un vrai souvenir. Et je ne suis même pas sûr que vous ayez eu conscience à l'époque de la façon dont cette guerre a touché le pays. Ce sont surtout ceux qui y ont participé qui en ont été directement marqués. Those who participated in that war, that affected them. And so we're talking at this time, let's go back 40. Alors, si on en parle aujourd'hui, revenons 40 ans en arrière. Les gens qui avaient 20 ans à l'époque, eh bien, ils en ont 60 maintenant. Donc, en gros, la génération qui se souvient vraiment de la guerre, c'est celle des 56 ans et plus. En dessous de cet âge-là, ils en ont aucune idée. Ils en ont entendu parler, bien sûr, mais c'est tout. Un peu comme ici aux États-Unis, quand on parle de la guerre du Vietnam, de la guerre de Corée ou de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose de lointain, d'abstrait. Ça ne nous concerne pas directement. C'est de l'histoire, tout simplement. Mais maintenant, après cette attaque qui a tué l'ayatollah, sa femme, sa belle-fille et sa petite-fille, là, tout à coup, c'est devenu concret. Granddaughter. Now it's brought it home. And so Iranians. Et donc, les Iraniens, disons à partir de 15 ans et plus, ils ont maintenant quelque chose de concret, une expérience réelle qui va les marquer pour le reste de leur vie. Si on regarde les 50 prochaines années, les gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans, ce groupe-là, ce sont eux qui vont devenir les dirigeants dans une vingtaine d'années. Et en ce moment, c'est une expérience fondatrice dans leur vie, parce que beaucoup d'entre eux vont vivre jusqu'à 70-80 ans. Donc, ce dont on parle ici, c'est d'un événement qui façonne toute une génération et qui, à mon avis, va changer le cours de l'Iran pour les 50 années à venir. I think change the course of Iran over the next 50 years.